Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous. Ça fait un plaisir de faire la clôture du gala ou de la conférence ou du colloque de gestion du CRAAC, 32e édition, si je ne m'abuse. J'espère que je ne suis pas en faute ici. Wow, félicitations. Vous avez été assis toute la journée, donc je vais essayer d'être le plus dynamique possible pour essayer de faire un peu le portrait global. J'ai eu le plaisir d'assister aux conférences après le dîner. Malheureusement, je n'ai pas pu me joindre à vous pour les conférences du matin, mais il y a beaucoup de thèmes que j'ai entendus qui se recoupent dans ce que moi je vais discuter. J'espère pouvoir faire un enjeu ou un survol des enjeux de façon plus globale. Je vais passer, je dirais, la moitié du temps d'ici les 40 ou 30 prochaines minutes, à parler un peu du contexte actuel en agroalimentaire, parce que je pense que c'est important de relever le contexte ou de parler du contexte, de discuter du contexte pour essayer de bien identifier. On parlait d'objectifs tantôt. J'ai adoré la réponse à la question qui a été posée par Laurence, parce qu'on a fait état du contexte qui est changeant, en évolution, complexe, etc. Puis j'ai bien aimé aussi l'idée d'établir ces objectifs en premier lieu. Donc, mais pour établir ces objectifs, il faut comprendre le contexte. Je vais passer du temps sur le contexte. Puis après ça, je vais essayer de donner un certain cadre qu'on utilise, nous, chez FAC, pour essayer de comprendre l'innovation, c'est de comprendre où les clients s'en vont. Lorsqu'on parle de financement, lorsqu'on parle de projet, essayer d'établir un peu où vont être les avantages, les bénéfices reliés à des investissements versus les coûts qui se rattachent à ces investissements-là. Donc, essayer de décortiquer un peu les différentes façons d'innover. Puis pourquoi cette innovation-là est super importante dans le contexte actuel. Je vous propose un acronyme. Il y en a plusieurs acronymes, surtout quand on parle de commerce international, c'est souvent une soupe d'alphabet quelconque. Je vous en propose un autre, VICA. Ça se traduit de l'anglais qui est VUCA, avec, au lieu d'être VICA, c'est VUCA. C'est un concept qui vient de la filière militaire aux États-Unis, parce que le complexe militaire aux États-Unis se posait la question, bon, les conflits mondiaux ont changé énormément, c'est plus comme il y a 50 ans où tu avais une armée en bleu contre une armée en vert, puis c'était très facile à identifier qui était l'ennemi, etc., qui était où étaient nos alliances, etc. Les conflits ont changé, comme vous le savez. Il y a beaucoup de volatilité dans les conflits maintenant. On a des périodes calmes alors qu'on rentre dans certaines zones où c'est une poudrière, puis oups, le conflit explose, et puis on voit que ça s'anime très, très, très vite. Beaucoup d'incertitudes de savoir quelles sont les alliances maintenant que l'on possède avec certains pays, certaines régions, certaines populations. Donc, la filière militaire s'est posé beaucoup de questions à savoir quels sont les conflits modernes. Et ce concept-là de VICA, de volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, mais se transmet ou c'est comme transporté vers le milieu ou l'environnement économique. Puis moi, je trouve que ça résume bien. Si on regarde voir les principaux facteurs du contexte actuel dans l'agroalimentaire, ça résume très bien ce qui se passe en agroalimentaire pour moi. C'est pour ça que j'ai trouvé cet acronyme-là pour vous parler un peu du contexte. En fait, même, je vous dirais que je prendrais ce contexte-là de volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, puis je dirais qu'il y aurait 3 dimensions à surveiller ou à réfléchir un peu. Première dimension qui est plus globale, donc qui est à l'extérieur vraiment de notre entreprise, même je dirais à l'extérieur de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Après ça, on peut peut-être s'approcher un peu plus de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Puis après ça, de relier vraiment à la ferme. Dans notre entreprise, quelles sont les dimensions qui possèdent ou qui font que je suis dans un contexte de volatilité accrue, d'ambiguïté, de reconnaître les tendances, c'est plus difficile un petit peu. Il y a de l'incertitude beaucoup lors de la prise de décision. Il faut capturer cette incertitude-là. Donc, c'est un peu ce que je veux faire. J'ai 9 petites vignettes à discuter brièvement. Côté global, je pense que je commencerai avec les accords de libre-échange. Il y a beaucoup d'incertitudes qui se passent, qui se passent encore dans le contexte d'accords de libre-échange. On a eu bien sûr la négociation avec les États-Unis qui a apporté beaucoup d'incertitudes. Les marchés qui étaient tournés vers les marchés d'exportation se posaient la question, est-ce que je vais encore avoir l'accès au marché américain dans plusieurs secteurs, en fait tous les secteurs, pas tous, mais la plupart des secteurs qui sont hors contingentement. On a un prix au Québec qui est basé sur le prix américain. Donc, d'avoir des barrières tarifaires, au lieu d'avoir une frontière ouverte, d'avoir des barrières tarifaires viendrait masquer les signaux qui sont issus du marché nord-américain. Donc, il y a beaucoup de questions de ce côté-là. Maintenant qu'on a une entente, on respire un peu mieux de ce côté-là. Du côté secteur contingenté, bien, ça crée de l'incertitude, de savoir quel va être maintenant ou quel sera l'accès au marché futur des produits américains ou au marché canadien. Mais même si cette incertitude-là est levée, donc il y a un certain accès au marché qui a été alloué pour les produits laitiers américains, c'est dans le secteur avicole aussi,
Maintenant que cette incertitude-là est levée, elle n'est pas complètement levée parce qu'on a encore l'élimination de la classe 7 dans le secteur laitier. On ne sait pas comment cette classe 7-là va être. On sait qu'elle doit être éliminée 6 mois après la signature de l'accord, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va remplacer la classe 7 pour nous aider à écouler les surplus de lait écrémé qu'on a, les surplus structurels sur le marché québécois, sur le marché canadien. La classe 7 a eu un certain succès, peut-être pas à corriger complètement les tendances à la baisse sur le prix du lait, mais certainement à colmater les brèches un peu du côté surplus structurel qu'on avait. Maintenant, on va devoir développer de nouveaux outils, une nouvelle façon de mise en marché pour certaines composantes de la filière laitière. Donc, ça aussi, ça crée beaucoup d'incertitudes à savoir quelles sont les prévisions de prix qu'on doit utiliser lorsqu'on fait des investissements. Il y a d'autres accords, bien sûr. L'accord avec l'Europe va être en 2019, dans sa 3e année d'implantation. On a eu, si on regarde les flux de commerce entre l'Europe et le Canada et entre l'Europe et le Québec, présentement, l'Europe a eu un certain avantage sur nous dans le sens où leur balance commerciale s'est améliorée alors que la nôtre s'est détériorée un peu. On n'a pas su profiter encore tout à fait des opportunités qui sont ouvertes. Dans le secteur laitier, par exemple, on sait que c'est plus de fromage européen sur le marché canadien, mais encore là, en 2018, on n'a pas eu tout ce qu'on aurait pu voir sur le marché canadien. Il y a eu certains ajustements. Ceux qui détenaient les permis d'importation n'ont pas su importer tout le fromage qui leur était alloué. C'est compliqué, ça prend beaucoup de logistique de ce côté-là. Je pense que je l'avais changé, mais c'est bien. Un nouveau, il n'y a pas de problème. Merci. Côté partenariat transpacifique, bon, en place au 30 décembre 2018. Donc, 2019 va être la 2e année d'implantation déjà. Donc, encore une fois, des produits dans le secteur laitier qui viennent sur le marché canadien, québécois. Du côté produits du poulet, on n'a pas encore de pays qui ont ratifié l'entente, qui ont le droit d'exporter du poulet. Le Chili, je pense, c'est le seul pays à l'intérieur du partenariat transpacifique qui a le droit d'exporter du poulet. Mais vous voyez que, encore une fois, de l'incertitude de savoir qu'est-ce qui va arriver sur notre marché local, quelle part de marché on va avoir, quel impact ça va avoir sur le prix. Donc, il y a une certaine complexité liée à ceci. On le disait dans l'introduction, tension commerciale qui persiste. Je pense que la plus importante, la plus significative, c'est certainement ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Si vous regardez, j'aime ce graphique-là parce que c'est le marché du soya, dis-je bien, sous pression. Parce que bientôt, on va être en train de penser aux décisions d'ensemencement de 2019. Alors, vous avez une décision à prendre ou une hypothèse à faire. Est-ce que le conflit États-Unis-Chine va se régler? Si vous pensez que oui, personnellement, j'ai encore beaucoup de doutes. Je crois qu'on a certains signaux positifs de ce côté-là. Mais disons que oui, vous pensez qu'il y a certains signes qui portent à croire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va avoir une solution du côté du conflit Chine-États-Unis. Bien, est-ce que vous croyez que le prix va revenir au niveau où il était au début du conflit, au début de juin, fin mai 2018? Je dirais, on pourrait penser que oui, si on pense que la diminution du prix qu'on a observé sur le marché, et ça, c'est le prix américain en passant, ce n'est pas le prix ajusté sur le marché québécois, mais la tendance est la même. On pourrait penser que oui, mais par contre, il faut aussi croire que dans ce côté-là, la volatilité du prix est aussi fonction des rendements surprenants qu'on a eu du côté américain. Donc, oui, il y a un aspect tension commerciale qui crée de la volatilité, mais il y a d'autres facteurs aussi qui compliquent aussi la lecture de la situation. Il y a la photo doit être grosse sur les écrans. Il y a un nationalisme économique aussi qui se développe. Tout ce qui est multilatéral maintenant est sujet à d'énormes pressions, pas juste du côté américain. Regardez l'élection au Brésil, regardez en Europe de l'Est, il y a certains pays où il y a un courant de nationalisme. Regardez ce qui se passe du côté de la Grande-Bretagne avec leur sortie de l'Union européenne. Il y a beaucoup de perturbations sur les marchés financiers, sur les marchés internationaux. Et ça entraîne des perturbations ici, probablement, du côté taux d'intérêt, valeur du dollar canadien, des choses qui ont vraiment un impact sur votre profitabilité. Tarifs sur l'aluminium et l'acier. On a encore des tarifs, des taxes sur l'aluminium et l'acier. Les manufacturiers ont déjà commencé, ça fait déjà un petit bout de temps même, à avoir une certaine surcharge sur l'équipement. Donc, bien sûr, quand on parle de surcharge des manufacturiers vers les détaillants en termes d'équipements agricoles, de machinerie agricole, bien, on parle aussi d'un prix qui est transféré aux acheteurs, aux producteurs agricoles. Donc, de ce côté-là, voyez-vous, ce nationalisme-là a un impact clair sur les décisions d'investissement que vous aurez à prendre parce que le prix, lui, change ou varie en fonction, ou fluctue en fonction de ces tensions-là. Si on focus un peu plus sur la filière agroalimentaire, bien, les consommateurs ont une influence énorme sur la filière.
de plus en plus. Je dirais que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, c'est évident que les consommateurs ont de plus en plus d'influence sur la filière. Là où ça crée une complexité et plusieurs ambiguïtés, à mon avis, c'est lorsqu'on regarde toutes ces tendances à la consommation. Là, ici, c'est un peu, j'ai fait exprès d'un peu, de façon aléatoire, de faire la collection de certaines tendances ou certaines... La plupart du temps, ces choses-là ont été des titres de journaux, des titres d'articles dans des revues spécialisées, etc., qui ont capté mon attention, que j'écrivais sur le coin. J'ai tout mis ensemble, donc il n'y a pas nécessairement de source à ces petites tendances-là, mais juste pour vous montrer comment les tendances à la consommation changent, évoluent. Dans certains cas, même, peuvent paraître un peu contradictoires. Par exemple, quand j'ai un produit avec plusieurs labels qui dit, par exemple, bio, sans antibiotiques, qui fait référence au bien-être animal, etc., c'est qu'est-ce que les consommateurs valorisent? Oui, il y a peut-être une plus-value, mais quel est le label ou la caractéristique que les consommateurs valorisent le plus? Il y a une certaine ambiguïté de ce côté-là. On est plus ou moins au courant de la taille du marché. On sait beaucoup maintenant, par exemple, on pense que historiquement, un économiste comme moi, historiquement, a toujours mis l'emphase, par exemple, quand on pensait à la protéine animale, a toujours mis l'emphase sur bœuf, porc, poulet. Regarder la substituabilité entre les trois protéines, puis dire, bon, mais quand que le prix de la protéine porcine augmente, c'est bon pour la protéine bovine, c'est bon pour le poulet, etc. Maintenant, je pense qu'il faut rentrer dans l'équation tout ce qui est protéines végétales et non seulement la croissance de ce marché-là, mais aussi l'aspect compétitivité. Et puis ça, je pense qu'on l'ignore un peu dans la filière, l'aspect compétitivité de la protéine végétale. On sait que c'est un marché en croissance, mais on ignore l'aspect substituabilité. Quelle est la réaction des consommateurs à des changements de prix en toutes ces protéines-là? Donc, il y a des choses qu'on ignore encore, sur lesquelles il va falloir se pencher. Côté technologie, la technologie a toujours eu un rôle important dans l'agriculture. Ça, je pense que je ne vous apprendrai rien. La question est toujours d'attendre ou encore d'adopter rapidement. On a beaucoup de robotique maintenant. Si vous avez un tracteur qui se conduit par lui-même, il y a beaucoup de choses à réfléchir. J'ai été pas surpris, parce que je m'attendais peut-être à voir ceci, mais les messages qui ont été véhiculés lorsqu'on parle de données ou d'importance de données, pour moi, ont une grosse importance. Regardez, même dans le secteur financier, les institutions financières, on commence tous à changer un peu les façons de faire, de voir comment peut-on automatiser certaines décisions en termes de prêts ou en termes d'approbation de prêts. Des décisions qui sont peut-être au début, on commence avec des choses un peu moins complexes, mais on commence en ce moment, et c'est déjà le cas, à approximer, à essayer de répliquer certaines décisions qui normalement étaient prises par un directeur de crédit ou un directeur de relations d'affaires. Donc, il y a une certaine automatisation des décisions dans le secteur financier. Et il y en a aussi certainement dans le secteur de l'agriculture. Donc, les données ont une importance capitale. La connectivité aussi à la ferme a une importance capitale pour être capable d'avoir un effet levier sur ces données-là. Et tout ce qui est derrière, en termes d'intelligence artificielle, on est déjà là. On est déjà là. Vous avez les multinationales qui ont investi de façon importante dans l'aspect technologie, connectivité et données. Et vous avez aussi tous les efforts dont vous avez entendu parler aujourd'hui en ce qui a trait à faire la promotion d'utilisation des données. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est un incontournable au niveau technologie. Vous avez aussi la robotique qui a un impact énorme. Bon, c'est sûr, on est tous familiers avec la production laitière, robotique. Vous avez ici l'exemple d'un cueilleur robotisé pour les pommes. Il y a beaucoup d'innovations de ce côté-là, encore une fois, qui fait en sorte qu'on a ce réflexe-là de dire est-ce que c'est le temps d'innover pour moi? Est-ce que c'est le temps d'adopter une nouvelle technologie? Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que l'expérience, dans le fond, c'est d'être la seule chose que c'est d'être un expert dans quelque chose du passé. Je pense que la phrase ou la réflexion est un peu trop simpliste parce qu'il y a encore beaucoup de valeur à avoir de l'expérience, mais c'est comment on est capable d'utiliser cette expérience-là pour regarder vers l'avenir. Donc, il ne faut pas quitter l'innovation des yeux et il y a beaucoup de choses qui se passent du côté technologique. Côté marché, est-ce que les marchés agricoles sont encore rationnels? C'est une des questions que j'entends le plus souvent. Je dirais dans les 5 dernières années, il y a combien de fois je me suis fait demander si... parce que moi, je fais beaucoup l'emphase sur offre et demande. Je veux dire, pour moi, c'est encore les facteurs qui déterminent le plus ou qui ont le plus d'importance pour déterminer le prix sur les marchés agricoles. Mais beaucoup de personnes aiment pointer du doigt tout ce qui s'appelle spéculation, par exemple, sur les marchés à terme. Comment la spéculation, les spéculateurs ont de l'effet sur les marchés agricoles. Impossible de nier qu'il y a de la spéculation.
Mais lorsqu'on se concentre sur essayer de regarder, voir l'impact de la spéculation, on voit que la spéculation a un impact sur la volatilité. On a des changements plus rapides de prix, plus fréquents, mais sur la tendance lourde, les marchés font encore leur travail, c'est-à-dire d'établir les signaux pour être en mesure d'envoyer des bons signaux aux entreprises pour qu'elles prennent les bonnes décisions d'affaires. Donc, pour moi, les marchés se comportent encore de la bonne façon, mais il s'agit, par exemple, de comprendre qu'avec la structure des marchés actuels, avec la façon dont c'est structuré de façon électronique, etc., c'est normal d'avoir plus de volatilité. Regardez ce qui se passe ici, j'ai le marché du soya. Je parlais tantôt d'impact de disputes commerciales, mais regardez aussi l'impact hausse de la production. Et lorsqu'on hausse la production dans un marché où la demande est plus ou moins élastique, bien, on s'attend à avoir plus de volatilité. C'est le cas du soya. Je pense que un des aspects dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire qui est le plus sous-estimé présentement, parce qu'on a une croissance significative, pour ne pas dire très, très, très importante dans les 10 dernières années. Un des phénomènes, je pense, les plus sous-estimés, c'est la force de la demande. Si on a encore de la croissance de 5 dans le tourteau, 4 dans l'huile végétale au niveau mondial, je pense qu'on n'aura pas de problème à soutenir la cadence de croissance. Sans nier qu'un conflit comme on a présentement entre la Chine et les États-Unis peut avoir des répercussions importantes sur la profitabilité. Mais dans un contexte où la production continue d'augmenter, et je ne la vois pas ralentir dans les prochaines années, à l'exception de phénomènes météorologiques, on peut penser à ce qui se passe en Europe présentement ou ce qui se passe en Europe pour l'année de production 2018, mais à l'exception de phénomènes comme ceux-ci, la production continue d'augmenter au niveau mondial. Si on regarde plus près de nous, si on parle de protéines animales, c'est un marché qui est dominé par les États-Unis. Regardez 2019, à quel type c'est la barre verte, là, à quel type de marché pourriez-vous vous attendre dans le secteur porcin pour la filière porcine en 2019? Regardez l'augmentation prévue de protéines porcines aux États-Unis. Donc, c'est du 5 d'augmentation. Donc, de penser que ce qu'on a vécu dans le marché porcin est simplement le fait de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pour moi, est un petit peu trop simpliste. Décortiquer les effets est très complexe. On ne peut pas nécessairement le faire avec beaucoup de précision, mais de réfléchir en voyant ce qui se passe du côté de nos voisins permet peut-être d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur les marchés. Maintenant, au niveau de la ferme, au niveau de la gestion, au niveau de l'entreprise, on peut parler de la hausse des taux d'intérêt, qui est entre guillemets, un nouveau risque financier, parce que, veut pas, on n'a pas eu de hausse de taux d'intérêt depuis 2010. Okay? Donc, les hausses dans les 18 derniers mois, les 5 hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada qu'on a eues dans les 18 derniers mois, on n'avait pas eu de hausse de taux d'intérêt depuis 2010. Et puis, je pourrais même mettre ça encore un peu plus... avoir un peu plus mettre d'emphase sur le fait que, dans les faits, on a vraiment une diminution des taux d'intérêt dans les 20 dernières années. Depuis 1995, oui, à l'intérieur de ces 20 dernières années-là, il y a eu certaines hausses, mais il y a eu une tendance lourde de diminution des taux d'intérêt. Et là, on se retrouve, et là, j'ai triché un peu parce que j'ai changé mon axe vertical. À la place de le partir à 0, je le pars à 2 pour être capable d'amplifier un peu les fluctuations. Mais vous voyez que dans les 18 derniers mois, on a eu des 5 hausses, dis-je bien, le taux d'intérêt. Pour ceux que ça intéresse, écoutez, si vous regardez la prochaine annonce de la Banque du Canada, on parle d'une probabilité de hausser les taux d'intérêt en décembre, de l'ordre de 20 Donc, les marchés s'attendent à ce que le taux d'intérêt de la Banque du Canada reste le même en décembre. Mais par contre, si on regarde en janvier, la probabilité augmente à près de 66 Donc, à peu près 2/3 de probabilité de voir une autre hausse de taux d'intérêt en janvier. Et si on dit janvier jusqu'à mars, d'avoir une hausse de taux d'intérêt d'ici, présentement, d'ici le mois de mars, on parle de quelque chose comme 82-83 Donc, on devrait avoir une autre hausse de taux d'intérêt. Et la Banque a envoyé le signal clair qu'elle n'avait pas terminé l'exercice de relever les taux d'intérêt à un niveau plus neutre. Donc, ça pose un nouveau risque, une nouvelle composante de gestion. Les entreprises allaient beaucoup sur du court terme. Maintenant, est-ce que c'est encore la bonne stratégie? Peut-être que oui, parce qu'une fois qu'on va passer à travers ces étapes-là de hausse de taux d'intérêt, pour moi, OK, peut-être une autre au début. En fait, je pense qu'il y aura une autre hausse au début 2019, mais après, je pense que la Banque va avoir de la misère à continuer de hausser les taux d'intérêt. Donc, peut-être que dans du court terme, dans le fond, dans ces circonstances-là, il n'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'était peut-être une meilleure idée d'aller sur du long terme alors qu'on était fin 2017, dans le début de la hausse. Mais maintenant qu'on a eu 5 hausses, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à réviser le risque financier auquel on est exposé maintenant.
prix des intrants est important. Le coût de production en agriculture augmente plus vite que le niveau d'inflation. C'est un indice des prix la ligne verte est un indice des prix des intrants en agriculture. La ligne bleue est tout simplement l'indice des prix à la consommation. Simplement pour signifier qu'il y a un aspect gestion important dans ceci. Oui, faire plus ou faire mieux. Faire plus, ça implique souvent nécessairement d'utiliser plus d'intrants, mais il faut être capable d'estimer de façon précise la rentabilité de cette décision-là. Dans un contexte où le prix des intrants en agriculture augmente beaucoup plus vite que le reste des prix dans tout ce qui est économie globale ici au Canada. Donc, ça met de la pression sur l'efficacité, j'y reviendrai tantôt. Et finalement, le dernier facteur, contexte, qui me fait parler de volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, c'est la main-d'œuvre. On fait face à des pressions énormes en main-d'œuvre. C'est pas surprenant que la robotique, la technologie prend de plus en plus beaucoup de place. Il y a deux choses présentement qui se passent. On a un marché de l'emploi fort. Regardez le Québec qui est le deuxième. On part d'extrême gauche, c'est le Canada, c'est le marché de l'emploi. On a le taux de chômage qui a diminué au Canada dans les 12 derniers mois. Mais regardez le Québec, c'est rare qu'on a eu une situation comme celle-ci au Québec versus les autres provinces canadiennes. C'est-à-dire, on a au Québec une situation où on a le marché de l'emploi qui, dans les 12 derniers mois, on peut faire l'argument qu'il a été le plus fort de toutes les provinces canadiennes. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'on a vu ces tendances-là. On a un taux de chômage présentement qui s'approche du plein emploi et on a une tendance démographique qui ne va pas à notre avantage. Un vieillissement de la population, des pressions sur le contrôle de l'immigration. Donc, toutes ces tendances démographiques-là ne font pas en sorte que le bassin d'emploi augmente. Le bassin d'employés potentiels, qualifiés. On parlait de technologie tantôt. On est en train d'intégrer beaucoup de technologies très complexes sur la ferme. Puis, au même moment, on a des problèmes à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est un risque. Et pour les entreprises, je pense que maintenant qu'on parle de main-d'œuvre, pour les entreprises d'une certaine taille, je pense que c'est un actif stratégique pour eux autres. Je pense qu'il faut avoir une stratégie de gestion de la main-d'œuvre. Il faut être un employeur de qualité, il faut être un employeur de choix. Et ça aussi, c'est une tendance qui fait en sorte que la capacité de gestion, la gestion est plus difficile dans le contexte actuel. Et lorsqu'on parle d'innovation, il faut prendre les bonnes décisions pour le faire dans le contexte actuel. Fait que maintenant, ce que je voudrais faire, c'est étant donné le contexte que je viens parler, de changer un peu la direction ici, puis d'aller plus au niveau innovation, puis de voir quelles sont les composantes, comment l'innovation peut-elle améliorer la rentabilité. Fait que je voudrais juste définir l'innovation. Je ne sais pas si ça a été fait honnêtement aujourd'hui, mais pour moi, je regardais l'innovation, la définition de base, qui est la première qui m'est tombée sous les yeux, c'était mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré. Pour moi, elle me laisse un peu sur mon appétit parce que ça focus uniquement sur processus produit. Dans le gros, c'est essayer de produire quelque chose de différent ou essayer de le faire un peu mieux. C'est un peu ceci là, que ça me dit, moi, comme définition. Mais si on rajoute, si on creuse un peu, on peut trouver d'autres choses. Mise en œuvre d'une nouvelle méthode de commercialisation. Donc, on essaie maintenant, on a la perspective de non pas juste mettre l'emphase sur notre propre entreprise, mais d'avoir un aspect filière. Une nouvelle méthode organisationnelle dans l'entreprise, l'organisation du lieu de travail, les relations extérieures, ce qui implique partenariat, par exemple, dans développer un certain créneau, une certaine filière. On parle de marché niche, peut-être, etc. Donc, il faut vraiment le voir dans son ensemble. Mais à la fin de la journée, pour moi, c'est une question de rentabilité. Je vais l'expliquer en termes de profit. Je veux dire, on peut avoir d'autres objectifs qui sont très louables, absolument, dans notre entreprise, mais par contre, pour assurer une pérennité de l'entreprise, il faut être capable de dégager un certain profit. Je réécris juste pour essayer de structurer un peu mes pensées, je réécris un peu profit comme production fois marge. Je regarde mon niveau de production, je le multiplie par une marge qui, elle-même, est fonction du prix du coût unitaire. Fait que je fais mon prix moins mon coût unitaire, ça me donne une marge par unité, puis je le multiplie par ma production. Puis si je veux avoir un impact sur ma production, pour moi, il y a deux choses. Il y a produire plus, il y a produire mieux, ou encore, est-ce que je peux essayer d'aller chercher un peu de différenciation pour avoir un meilleur prix, ou encore de travailler sur mon efficacité. Et puis là, je vais passer un petit peu de temps tantôt aussi à définir un peu efficacité et productivité, parce que je trouve que ces deux concepts-là sont interchangés très fréquemment. Puis pour moi, c'est un petit peu problématique. Il y a une différence pour moi entre productivité et efficacité. Au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, on parlait de taille, mais oui, il y a une consolidation au niveau des fermes, c'est sûr. Le nombre de fermes diminue,
Mais il y a aussi quelque chose qui a changé dans les 10 dernières années. En tout cas, dans les 10 dernières années. Regardez 96, 2006, 2016. Des données basées sur le recensement de l'agriculture pour le Québec selon les tranches de revenus ajustées pour l'inflation. Vous voyez, regardez la photo de 96, vous voyez un peu le nombre de petites d'entreprises de plus petite taille, donc basées sur les revenus, la première tranche de revenus en bleu. Mais vous regardez comment cette tranche-là aussi, elle, a diminué en passant de 96 en 2006. Donc oui, le nombre de fermes a diminué, mais la proportion de fermes de plus petite taille, selon cette division-là qui est faite en prenant 100 000 comme seuil, elle a changé, a diminué. Et on voit que la proportion de fermes de plus grande taille, elle, a augmenté. Donc, en pourcentage, en proportion, on a une augmentation, alors qu'on assiste encore à une consolidation du nombre de fermes. Et après ça, si on regarde du côté 2016, si on prend les deux tranches de fermes de plus grande taille, donc troisième et quatrième tranche de plus grande taille, on voit que la proportion de fermes, elle, n'a pas vraiment évolué beaucoup en 10 ans. Oui, il y a une diminution du nombre de... en fait, il y a même une augmentation du nombre d'entreprises dans cette tranche-là. Il y a une diminution dans les autres tranches. Mais regardez la tranche en bleu, ou la pointe en bleu, celle-ci a gagné en importance, et non seulement en termes relatifs, donc en proportion, mais aussi en termes absolus, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entreprises de plus petite taille qu'il y en avait il y a 10 ans. Donc, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans la filière, l'aspect de pouvoir aller chercher, de ne pas avoir nécessairement de compter sur une échelle de production très large. Pour certaines entreprises, c'est la façon de faire. Absolument. D'aller chercher ces économies de taille-là, d'augmenter la taille, d'aller chercher plus de production, d'aller chercher les revenus. Mais pour certaines autres, dans le contexte actuel, il y a aussi la possibilité d'aller chercher un certain revenu en mettant l'emphase peut-être sur certaines caractéristiques que je reviendrai à l'intérieur d'une certaine chaîne de valeur. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est la productivité. Il y a deux façons d'augmenter la production, de le faire, d'utiliser plus d'intrants, point à la ligne, c'est-à-dire si j'utilise plus de superficie, plus de semences, fertilisants, etc., je vais augmenter ma production. Mais il y a aussi d'essayer d'augmenter la production plus vite que j'augmente, c'est-à-dire le rythme d'utilisation des intrants. Donc, je pourrais à la limite dire, essayer d'augmenter ma production sans utiliser d'intrants. Donc, d'essayer d'avoir des intrants qui augmentent, qui travaillent mieux ensemble, si je pense semences, fertilisants, etc., avec la qualité du sol, etc., d'essayer d'augmenter mon niveau de production. Si je prends une étude qu'on a faite, je crois, il y a 2 ans, en fait, en gros, c'était l'idée de mettre la relation entre croissance des exportations et productivité, mais oubliez la barre bleue foncée pour l'instant, mettez juste l'emphase sur la barre bleue pâle. Comment mesure-t-on la productivité? Il y a plusieurs façons de le faire, mais si je veux avoir une vision globale à l'intérieur de l'agriculture, la façon de le faire, c'est de dire, OK, bien, je peux augmenter ma production en augmentant l'équipement, comme je le disais, les intrants, etc., la terre, le travail, etc. Mais si je tiens compte de tout ça, puis j'élimine l'effet de l'augmentation des superficies, j'élimine l'effet de l'augmentation de l'équipement, les dépenses en capitaux, etc., bien, je reste avec un résidu. Une fois que j'ai éliminé tout ce que je pouvais considérer comme intrant, bien, ce qui me reste, c'est le gain de productivité qui est lié au fait que les intrants sont plus productifs. La génétique a un impact et plusieurs autres méthodes de production ont un impact sur la capacité à produire en utilisant des quantités d'intrants qui restent, somme toute, les mêmes. Et vous voyez que le taux, c'est encore une fois, en mettant l'emphase sur la barre bleu pâle, vous voyez que le taux de productivité, le taux de croissance de productivité, lui, a diminué, c'est-à-dire dans les 30 dernières années. Donc, on est passé de 2,5 de moyenne annuelle pendant 81 à 90, parce qu'il faut le prendre sur une période de 10 ans pour éliminer certains aspects aléatoires comme la météo, etc. Donc, c'est pour ça qu'on le prend sur des périodes de 10 ans. Mais on voit que sur des périodes de 10 ans, ce taux de croissance de la productivité-là en agriculture, lui, a diminué. Donc, on est toujours plus productif, mais on l'est moins vite. Notre productivité, elle augmente moins vite. C'est ça un peu le message que cela envoie. Et c'est un peu normal. Si on pense à la maturité dans laquelle on est en agriculture, les fruits qui sont les plus accessibles, si on pense à une cueillette de fruits, bien, les fruits qui sont les plus accessibles à portée de main ont déjà été cueillis. En termes de productivité et en termes d'innovation, nous autres, il faut qu'on passe à la deuxième, troisième vague, comparativement peut-être à d'autres pays où, par exemple, on est dans une agriculture plus primaire, moins sophistiquée, moins évoluée, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, mais je pense que le salut dans tout ça, de l'innovation, c'est que si on est capable d'aller reprendre un peu du taux de croissance de productivité,
par plus d'investissement, des politiques qui s'ajustent mieux, qui procurent un peu plus d'investissement, qui facilitent l'investissement, qui facilitent la mise en place, l'adoption de technologies, etc. Il y a beaucoup de belles initiatives qui sont déjà en place. Je suis sûr qu'il y a de la place pour en mettre plusieurs autres. Mais peut-être qu'on est capable d'aller chercher 1,5 de plus. Parce que c'est vraiment... Puis j'utilise tout le temps parce qu'on parle... J'ai entendu le concept de valeur des terres là, quelques fois cet après-midi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais la valeur des terres, à quel point, quel devrait être le taux de croissance de la valeur des terres? » Dans un marché qui est en équilibre, si on était capable d'avoir en agriculture une stabilité en agriculture, des conditions prévisibles, etc., 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 bien, je dis que la valeur de l'actif, qui est la terre, devrait croître au niveau de sa productivité, plus un phénomène d'inflation. Donc, mettons de l'inflation, que ça, vous prenez l'inflation consommation, peut-être que vous voulez l'ajuster pour le secteur agricole, vous dites de l'inflation reliée aux intrants agricoles, je suis plus de l'ordre de 3 plus un 1,8 de productivité additionnelle à chaque année, bien, ça me donne quelque chose autour de 4 à 5 Donc, pour moi, quand je mets de l'avant de dire que ouais, bien, le taux de croissance de la valeur des terres devrait être aux alentours de 4 à 5 en moyenne, des années devraient être plus bas, des années devraient être plus haut. C'est sûr que dans les dernières années, ça a été souvent, on a souvent eu un taux de croissance qui a excédé ce 4 à 5 %-là, mais on a eu une croissance des revenus aussi assez appréciable. Donc, ça, c'est l'aspect productivité. Si je mets l'emphase sur la marge, donc c'est une façon aussi en termes de productivité, je reviendrai comment tout ça fonctionne ensemble. Si je mets l'emphase sur la marge en entreprise, bien, j'ai une chaîne de valeur ici, bon, puis où je me situe? Je mets la flèche en production primaire, mais est-ce que je suis capable d'avoir, est-ce que je suis dans une entreprise, dans un secteur, dans une chaîne de valeur qui me permet de voir plus loin que moi-même juste mon créneau? C'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de voir où est la valeur dans la filière ou dans la chaîne de valeur, puis être capable d'avoir des investissements, de comprendre comment le coût de ces investissements-là, puis de voir quel est le retour sur ces investissements-là, que ce soit développé dans le biologique, que ce soit dans l'achat local, que ce soit en bien-être animal, que ce soit peu importe le type de filière, il y a une façon de s'insérer dans certaines filières qui exigent, par exemple, des partenariats spécifiques, d'autres façons de transiger les biens, de s'assurer par contrat que certaines conditions sont remplies, etc. Mais on est capable maintenant de penser à différents types de mise en marché, différentes structures de filières qui nous permettent d'aller chercher une certaine plus-value. Ça, c'est l'aspect différenciation lorsqu'on parle de prix. Quand on parle d'efficacité, pour moi, c'est différent de productivité dans le sens où lorsque je parle d'efficacité, je tiens tout le temps l'échelle de production constante. Étant donné, voici mon échelle de production, voici ma taille, voici ce que je recherche comme production. Maintenant, comment peux-je minimiser mes coûts pour aller chercher cette taille ou ce niveau de production-là désiré? Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris encore quelque chose extrait d'un rapport qui a été fait au début 2017. Donc, les données sont 2016. Je vais dire un mot là-dessus parce que c'est en production laitière. Il y a plusieurs façons de mesurer l'efficacité. Un des ratios qu'on utilise, c'est dépenses des charges d'exploitation par rapport aux revenus totaux. Donc, combien ça me coûte en frais d'exploitation, frais variables, pour générer 1 $ de revenus. Ça, c'est en production laitière. Les chiffres ont changé parce que, comme vous le savez, en production laitière, on a eu d'ailleurs un ajustement de prix effectif au 1er septembre parce que les coûts de production ont augmenté. Et on a eu aussi un prix du lait qui a diminué depuis 2016. Donc, c'est sûr que ce ratio-là, maintenant, en 2018, va être différent. Mais on a juste ajusté tous les chiffres un petit peu d'un 5 sous, par exemple, à la hausse, puis vous allez avoir à peu près la photo là. Ce que cette photo-là dit, c'est que, première des choses, si on prend une tranche de revenus, je vais me mettre l'emphase sur les chiffres ou sur les tranches de revenus à la gauche de votre écran, mais on voit que la barre grise, c'est notre entreprise moyenne. En gros, son ratio frais d'exploitation sur revenu est autour de 63 sous pour chaque dollar de revenu. Tandis que dans mon top 20 d'entreprises, ce ratio-là tombe à 55 sous. Donc, vous avez un gain d'efficacité qui est de l'ordre de 8 sous. Ça, c'est le premier message. C'est-à-dire que dans c'est pour le secteur laitier, c'est sûr que les ratios vont changer dépendamment du secteur où vous êtes. Si on a plus de coûts fixes dans un secteur versus un autre, vous allez avoir des ratios différents. Des dépenses d'exploitation qui sont différentes, bien sûr, mais je pense que l'idée demeure. C'est-à-dire qu'il y a souvent de la place pour aller chercher de l'efficacité lorsqu'on dit, ben, voici mon échelle de production, je n'ai pas l'intention de croître, j'ai fait les calculs, ma croissance, elle est correcte, ça ne répond pas à mes objectifs de croissance. Par contre, qu'est-ce que je peux aller chercher comme efficacité? Il y a souvent de la place. L'autre notion, pour moi, il y a des économies de terre en agriculture, mais l'efficacité n'est pas reliée aux économies de terre. Regardez ici,
peu importe votre tranche de revenus, que vous soyez dans en bas de 500 000 de revenus, du 500 à 1 million ou du 1 à 2 millions, vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont plus efficaces, il y a des entreprises qui sont moins efficaces. Ça, c'est constant aussi à travers les secteurs. Ce n'est pas juste en production laitière, c'est dans tous les secteurs à différents degrés, mais il y a de la place pour l'efficacité d'une façon ou d'une autre. On parle d'innovation aussi. Il y a une étude, parce que d'aller chercher de l'efficacité, on va le faire au moyen de revoir des pratiques d'organisation au sein de l'entreprise, des pratiques de production. Il y a une étude que j'adore, qui est de l'Université de Western Ontario, qui a regardé voir les entreprises qui ont le plus de succès en termes d'innovation, en utilisant les mesures dont on vient de parler, c'est-à-dire les gains d'efficacité dans les dernières années, les gains de productivité dans les dernières années, l'intégration de nouvelles technologies. Quelles sont les caractéristiques de ces entreprises-là qui ont eu du succès? Ça, c'est un peu le résumé. On va mettre juste l'emphase sur quelques-uns. On voit que ceux qui intègrent la technologie dès qu'elle a fait ses preuves sont les entreprises qui ont eu le plus de succès du côté innovation. Donc, ce n'est pas nécessairement les premières entreprises qui sont sur la grille de départ en termes d'innovation, en termes d'intégrer les technologies émergentes, mais c'est vraiment ceux qui sont certainement dans les premiers. Mais dès qu'il y a un peu d'évidence, un peu de recherche qui supporte ces facettes-là, on voit que ces entreprises-là intègrent cette technologie-là. L'analyse des données aussi. On parle d'une étude qui a été faite, si je me souviens bien, en 2015. Donc déjà là, et on n'était pas en 2015 où on est présentement en 2018 en termes de facilité d'intégration des données dans le processus de décision, mais encore là, on voyait que ceux qui utilisaient les données, si on n'est pas capable de le mesurer, on n'est pas capable de le gérer. C'est une expression en anglais qui se dit qu'est-ce qui doit être géré, on doit être capable de le mesurer. On est dans une industrie où on prend des risques. C'est sûr que dans n'importe quel secteur d'activité, il y a des risques. En agriculture, on est dans une industrie où il y a beaucoup de risques. Donc, les entreprises qui, par nature de leurs activités, prennent des risques, doivent gérer ces risques-là. Donc, un plan de gestion de risque est absolument important. On a de plus en plus d'options de gestion de risque. Il y a des programmes publics, il y a des programmes privés, des programmes paraprivés ou parapublics, devrais-je dire. Donc, tout ça s'insère dans un contexte où on doit déterminer quel est pour moi le menu optimal de couverture. Pas dire que je vais aller couvrir à 100% mon risque de production. Dans quelques cas, même dans plusieurs cas, je dirais, il est optimal de laisser une certaine couverture ou une certaine partie de notre production qui est non couverte. Mais ça dépend aussi de ta capacité financière à absorber ce risque-là. Donc, il faut avoir une idée de quels sont les risques auxquels je suis exposé. Et personnellement, c'est ma favorite ici. Possède une mentalité de PDG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle grosse entreprise où je dis grosse parce que je veux avoir un certain nombre d'employés pour avoir un PDG, puis après ça, d'autres employés. Regardez n'importe quelle entreprise de PDG, regardez l'entreprise pour laquelle je travaille. Notre PDG n'est pas expert dans tout. Impossible maintenant. Presque impossible d'être expert dans tout. Oui, il y a encore des entreprises agricoles qui sont gérées par quelques personnes, et je le comprends, mais ces personnes-là n'ont pas besoin d'être experts dans tout. L'idée d'un PDG, c'est de s'entourer des meilleures personnes pour être capable d'avoir du succès. Donc, pour moi, c'est ça l'important, d'avoir la mentalité de PDG, c'est de dire, je vais être capable d'aller chercher l'expertise que j'ai besoin sans moi-même m'investir. Parce que mon temps, c'est de l'argent. J'ai un coût d'opportunité à m'investir, à essayer de comprendre cette technologie-là. Peut-être que je suis mieux de m'arrimer avec un détaillant qui va m'offrir aussi le support, le soutien technique, les connaissances techniques pour bien opérer cette nouvelle pièce d'équipement ou cette nouvelle technologie-là. Donc, même chose du côté financier, même chose du côté niveau d'affaires. Est-ce que je suis capable de faire ma comptabilité ou je dois avoir les services d'un professionnel? Donc, il y a toutes sortes de cette notion-là de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir son réseau d'affaires pour être capable de prendre son entreprise puis de la propulser vers le haut. Fait que si j'essaie de résumer, j'essaie de revenir en arrière, si j'essaie de résumer ceci, ce cadre-là d'exercice d'innovation pour voir comment ça implique ma rentabilité, bien, je vais utiliser quelque chose de très simple. Il n'y a rien de mal à quelque chose de simple. En fait, moi, je suis absolument pour tout ce qui est le plus simple possible. C'est la règle du 5 %. Rien de compliqué là-dedans. Regardez bien. Ça va faire le tour de productivité, efficacité puis différenciation. Alors, je prends des hypothèses de base ici, ici en production de maïs, 200 $ la tonne,
écoutez, ce pas des chiffres nécessairement qui sont collés à la réalité, mais des chiffres qui sont plausibles. 200 la tonne, 12 tonnes, si dis-je bien, l'hectare, donne des revenus de 2400, des revenus bruts de 2400 à l'hectare, 2100 comme coût en termes d'hypothèse. Ça me donne un profit net, 300 à l'hectare. Si je suis capable d'aller chercher 5 en productivité, 5 en efficacité, puis 5 en mise en 5 en productivité, efficacité et mise en marché. Regardez bien l'impact de tout ceci. Fait que si je fais 5 de meilleure mise en marché, ça va me donner 5 sur 200 que ce soit en étant en s'alignant avec quelqu'un qui a une expertise dans la mise en marché, en prenant différentes décisions, en ayant un plan de mise en marché strict que je suis à la lettre, etc. Disons que je suis capable d'aller chercher, vous savez, il y a 2/3 du grain qui est mis en marché dans le tiers le plus bas des fluctuations de prix. Pensez-y, donc il y a 2/3 des transactions sur les marchés financiers, sur les marchés du grain, qui sont effectuées dans le tiers le plus bas. Donc, il y a définitivement la possibilité d'aller, ça c'est une étude de Cargill qui a été faite il y a quelques années, il y a définitivement la possibilité d'aller chercher une plus-value de ce côté-là. Donc, si je fais 200 la tonne, 5 de plus sur 200 $-là va me donner 210 la tonne, 5 de plus sur 12 tonnes à l'hectare. Si je parle de productivité ici, est-ce que je suis capable de revoir mes méthodes? Est-ce que je suis capable d'intégrer quelque chose de différent qui va me permettre d'aller chercher plus de rendement? Ça va me donner 12,6 tonnes à l'hectare. Et puis, si 5 d'efficacité, c'est d'aller réduire mes coûts de 5 Je pense que 5 de 2100 me donnerait quelque chose autour de 1995. Alors, les chiffres sont ici. Donc, vous voyez, vous avez un revenu brut qui a augmenté. Et on peut penser que si je vous disais, quel est l'impact sur votre rentabilité? D'aller chercher 5 en productivité, 5 en mise en marché et 5 en efficacité. Quel est l'impact sur votre rentabilité, sur votre profit net? Plusieurs d'entre vous, je suis sûr, j'ai déjà fait l'exercice, seriez tenté de me dire, 5 plus 5 plus 5, ça va dire 15 Mais ce qu'on oublie, c'est que toutes ces choses-là sont multiplicatives. C'est-à-dire que le 5 de productivité que je vais chercher, s'additionne et s'ajoute aux 5 de mise en marché additionnelle que je vais chercher. Et à l'hectare aussi, mon coût de production unitaire, lui, vient de diminuer de 5 Donc, ce 5 de productivité-là est vraiment payant. En fait, si vous faites le calcul, vous arrivez avec un profit de 651 à l'hectare. Donc, cette 5 %-là, qu'on peut penser très simpliste en allant chercher du 5 sur productivité, efficacité, mise en marché, ça additionne pour donner, dans ce cas-ci, avec les hypothèses que j'ai faites, 117 Vous n'allez pas chercher tout le temps du 117 Mais l'idée est que c'est multiplicatif et que l'innovation ici a un impact important sur la rentabilité. Je terminerai avec une chose, en fait, parce que on a eu en agriculture beaucoup de succès dans les 10 dernières années. On a un contexte qui évolue, qui change énormément. Il faut avoir des hypothèses réalistes quant au contexte de marché qu'on va avoir dans les 10 prochaines années. Je pense que je suis entièrement optimiste que l'agriculture va se porter bien pour les 10 prochaines années. Par contre, il faut être aussi réaliste. Je pense que les 10 dernières ont été assez profitables, ou plus profitables si on pense d'un côté historique. On a eu beaucoup d'innovations. Historiquement, on a eu beaucoup de gains de productivité. J'ai aucun doute qu'on est capable de le faire encore, mais il y a des vents de face. Le contexte est beaucoup plus volatile, complexe, incertain, ambigu que l'on avait dans les prochaines années. Donc, je vous remercie. Ça me fait plaisir de répondre à des questions, s'il vous plaît.